Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet récurrent. Je sais que beaucoup d'auditeurs écrivent et m'écrivent à moi aussi. Oui, vous êtes obsédé par l'islamisme. Non, pas du tout. Je suis pas du tout obsédé. Et c'est un sujet qui est récurrent. De même que ceux qui disent oui, on parle trop d'islamisme, ça stigmatise les musulmans. Non, ce qui stigmatise les musulmans, c'est pas les non-musulmans. C'est ceux qui font des actes violents ou répréhensibles au nom de l'islam. Ça ne veut pas dire que c'est la faute de l'islam, mais la première raison du fait qu'on parle beaucoup d'islamisme violent ou d'islamisme politique ou d'intégrisme islamique, c'est parce qu'il y a des personnes qui donnent cette image mauvaise de l'islam. Je pense que c'est important de le dire parce que mes étudiants musulmans, je les comprends quand ils me disent, ou quand je vais dans un pays musulman, souvent j'entends dire, pas forcément vous, mais dans votre pays, on est obsédé par l'islam. Les médias parlent tout le temps de l'islam et de l'islamisme. Sauf que, peut-être qu'on en parle trop, mais c'est difficile de ne pas en parler dans la mesure où, même si c'est peu de morts, à part le Bataclan, mais même si c'est peu de morts chaque semaine ou peu de morts chaque mois, beaucoup moins de morts que dans les pays musulmans, d'ailleurs en passant, soit dit en passant, ce qui prouve que c'est pas le fruit de l'islamophobie, cette médiatisation, puisque dans les pays musulmans, qu'on peut pas accuser l'islamophobie, eh bien il y a énormément de morts de l'islamisme ou de l'intolérance islamiste régulièrement. Donc, juste cette petite précision, on va reparler de l'islamisme, encore une fois, non pas parce que c'est une obsession, on a parlé de Nouvelle-Calédonie, de Russie, d'Ukraine, on a parlé de beaucoup de choses, mais parce que il y a effectivement une surmédiatisation, peut-être qu'on en parle trop, mais de faits qui, eux, existent. Alors, je ne parle pas du terrorisme, cette vidéo n'est pas liée à la question du terrorisme, on en a assez parlé. Pour ceux qui veulent revenir là-dessus, nous avons déjà une vidéo sur le terrorisme, même plusieurs, et sur l'islamisme radical. Précisément, aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui inquiète un certain nombre d'Européens. Encore, je dis qui inquiète un certain nombre d'Européens, parce qu'en géopolitique, on n'est pas là pour faire de l'émotion. Ah, c'est horrible, ça me fait peur, c'est pas bien, ça. On n'est pas là pour juger. La géopolitique, telle que je la conçois, elle est sans jugement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un jugement à la maison, mais l'analyse, ce n'est pas un jugement moral. En tout cas, si c'est un jugement, c'est pas un jugement moral. On ne doit pas trop faire d'émotions. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a un certain nombre d'actes que l'on pourrait qualifier de provocation, dont d'autres diraient des tests, d'autres diraient des manifestations de prosélytisme. On appelle ça comme on veut. Beaucoup ont dit provocation. Un exemple, Hambourg. La manifestation à Hambourg qui a eu lieu à la fin du mois d'avril 2024 a été organisée par Interactive Islam, une association locale qui avait déjà fait du bruit dans les années 2020 et 2021 à propos notamment de Gaza, déjà de la Palestine et de l'islamophobie, les deux thèmes étant souvent mis ensemble. Et récemment, cette manifestation au nom de Allahu Akbar et Vive le Califat a beaucoup choqué. La scène se déroule à Hambourg, en Allemagne. Près d'1 millier de manifestants scandent des slogans pro-islamistes ou brandissent des pancartes où l'on peut lire « Le califat est la solution ». Derrière cette foule, l'appel d'une organisation, Muslim Interactive, connue pour son extrémisme. Parce qu'on voyait à la fois des musulmans nés D'ailleurs, l'auteur de la manifestation était né en Allemagne, et uniquement à moitié ghanéen, il était même pas à moitié arabe ou turc, il était même issu d'une conversion, et sa maman par contre était une vraie, son père était un vrai Allemand et sa maman une Guinéenne. Donc ça montre bien que c'est quelque chose d'assez autochtone. Aujourd'hui, l'islamisme est de plus en plus quelque chose d'autochtone, et on avait cette association locale, je le répète, Interactive Islam, qui se réfère au Hizb ut-Tahrir, le parti de la libération. Alors, certains rajoutent l'islami, de la libération islamique, mais c'est un parti qui a été créé par un Palestinien jordanien qui voulait rétablir le califat. Il était issu des Frères musulmans, il était considéré comme une branche radicale des Frères musulmans. Ce mouvement a été interdit partout dans les pays musulmans et on l'a retrouvé en Allemagne en totale liberté. Il a été interdit qu'il y a 1 an. Et l'association qui a organisé cette manifestation fin avril, Interactive Islam, qui est issu du Hizb ut-Tahrir, bien que le Hizb ut-Tahrir était interdit il y a 1 an, cette association était
tout à fait libre, alors qu'elle avait des propos ouvertement califales, en faveur du califat, de la charia, d'un système juridique constitutionnel totalement différent, voire opposé au modèle allemand. Et la police qui s'occupe de tout ce qui est sécurité intérieure en Allemagne, ça s'appelle la protection de la Constitution. Étonnamment, cet office de protection de la Constitution n'a pas interdit un mouvement qui remet en question la Constitution allemande. Ça montre bien que c'est pas la faute de l'islamisme, là c'est la faute des autorités européennes qui souvent sont très naïves ou culpabilisées et qui n'osent pas tout simplement appliquer la loi telle que... Et ce genre d'islamiste assez minoritaire mais très actif, normalement ne devrait pas pouvoir organiser des manifestations libres qui provoquent et qui effectivement permettent de stigmatiser des musulmans, eux, beaucoup plus modérés, parce que on les voit, ils se mettent en avant, mais ça reste quand même une minorité. Une minorité dont on a beaucoup parlé, beaucoup ont parlé de cette manifestation de Hambourg. Je reçois les commentaires de ceux qui me disent « on ne devrait pas en parler, ça leur donnerait moins d'importance ». Pourquoi pas? Je ne dis pas que je suis contre cette idée, c'est ce qui se fait d'ailleurs dans certains pays, en Asie centrale, en Russie, et dans beaucoup de pays musulmans turcophones d'Asie centrale, interdit de faire de la pub pour des islamistes radicaux, des provocateurs, et encore plus pour des djihadistes. On parle pas de leurs revendications. Deuxième exemple de cette provocation ou de ces tests des réactions, moi j'appelle ça le test des réactions, c'est plus neutre. D'autres diront manifestation de prosélytisme. En Belgique, depuis plusieurs mois, on a assisté à des choses assez étonnantes. Des élus locaux, il n'y en a pas énormément, encore une fois, il faut relativiser, qui font des professions de foi islamistes en récitant la shahada ou la fatiha. Donc la profession de foi islamique, il n'y a de Dieu que Dieu, ou la Fatiha, cette sourate introductive extrêmement prisée du Coran, et Fatiha, on pourrait dire l'ouverture, et donc cette manifestation de prosélytisme, pour le cas de la Belgique, a beaucoup choqué les médias belges et l'opinion publique belge, et surtout les gens qui sont attachés à la laïcité, parce que c'était en plein conseil municipal. Troisième exemple, on a parlé de Hambourg, manifestation autorisée en faveur du califat. Belgique, en plein conseil municipal, quelqu'un qui récite la shahada, puis la fatiha. Et ensuite, troisième exemple, et là on en a beaucoup parlé, encore une fois, c'est assez peu de personnes, mais c'est le fait que sur les 10 plus grandes mairies de Grande-Bretagne, 9 sont dirigés par des maires qui sont issus de la communauté musulmane. Plutôt sur une quinzaine de grandes villes, 9, on va prendre sur 15, sont des villes dirigées par des maires islamistes, le plus connu étant le maire de Londres, qui n'est pas un islamiste, que certains accusent d'être lié au vote islamiste, d'avoir courtisé les islamistes, mais il n'est pas islamiste, il est même plutôt assez laïque dans son comportement, et il est marié à une Anglaise parfaitement laïque. Mais au-delà de cette réalité de maires musulmans, qui ne sont pas forcément islamistes, on a parlé aussi de l'Écosse avec cet homme politique écossais musulman qui lui est assez proche des frères musulmans. Mais récemment, ce qu'on a vu, c'est comme il y a 10 ans, des élus du Grand Londres avaient réussi à avoir des sièges alors qu'ils étaient des islamistes militants, et c'était dans le cadre d'une coalition qui s'appelait Respect, qui alliait l'extrême gauche et des islamistes. Et dans ce contexte, plusieurs élus, dans le Grand Londres notamment, avaient réussi à avoir des sièges au conseil municipal, alors qu'ils étaient ouvertement très islamistes, adeptes du califat, de la charia comme système de gouvernement, etc. Et récemment, aux élections du 6 mai dernier, à Bradford, dans le Grand Londres, mais aussi à Leeds, c'est vraiment des plateformes très connues où on a à peu près 30% de la population qui est pakistanaise d'origine, anglais mais d'origine pakistanaise et musulman, sachant que les associations islamistes en Angleterre sont très prises en main par des mouvements indo-pakistanais islamistes comme le Tabligh, mouvement foi et pratique en France, mais le vrai nom c'est Tabligh, et ils sont très présents en Angleterre, ce qu'on appelle aussi les Tablighis. On a aussi les Déoband, un mouvement islamiste qui est la même école juridique que celle des talibans, donc extrêmement radical. Ils sont très présents en Angleterre, les Déoband. On a aussi les Barelvi, et on a aussi le Jamaat Islami, bien sûr, qui est le mouvement islamiste majeur
du Pakistan avec Maududi et un mouvement qui a beaucoup influencé d'ailleurs beaucoup de penseurs des frères musulmans, y compris Hassan el-Banna. On a aussi des frères musulmans en Angleterre et des salafistes. Donc on a les Indo-Pakistanais, Tablighi, Deoband, Barelvi. On a les salafistes purs et durs d'origine wahhabite et ensuite qui se sont autonomisés, de moins en moins contrôlés par les wahhabites saoudiens. Et on a les fréristes, les frères musulmans, et on a pas mal d'islamistes maghrébins qui ont trouvé refuge à Londres depuis des années, qui n'étaient pas bien vus en France, qui étaient chassés en Algérie, qui sont atterris à Londres. Et on a tout ce contexte, donc on arrive aujourd'hui à la 4e génération de musulmans nés en Angleterre, d'origine donc musulmane, mais qui sont vraiment devenus anglais depuis déjà plusieurs générations, qui sont pas expulsables, qui sont anglais autant que les Anglais, mais qui ont été éduqués dans une vision de l'islam beaucoup plus islamiste encore qu'en France. Vous voyez, les islamistes en Angleterre ont un énorme espace. Et dans ce contexte, doublé, ça c'est le contexte général depuis des années, l'islamisation de la communauté musulmane anglaise, qui plutôt qu'être intégrée a été confiée à des religieux eux-mêmes très islamistes, souvent liés à des centrales islamistes assez radicales. Deuxième contexte, le communautarisme, qu'on appelle le communalism en Angleterre. Le communalism, c'est le système de gouvernement séparé, où chaque communauté est autogérée. Les Anglais l'avaient mis en application en Inde pour gérer de manière indirecte, et ils l'ont remis en application chez eux lorsqu'ils ont accueilli beaucoup de personnes extracommunautaires de confession musulmane, qu'ils ont laissé dans des quartiers parfaitement autonomes, en les confiant à leurs imams. Il y a même eu des courts, des Islamic courts, donc c'est des espèces de juridictions islamistes parallèles qui peuvent divorcer des personnes, donner la garde systématiquement au mari, dès lors que les deux sont consentants, en raison du Commonwealth, ceci est toléré. Et voilà. Et troisième contexte, en plus de ce que je viens de dire, qui est structurel, quelque chose de plus récent, l'extrême importance de la cause palestinienne et des événements du 7 octobre et des représailles israéliennes après l'attaque barbare du Hamas sur des civils israéliens, les conséquences de ce qu'on appelle le 7 octobre, c'est-à-dire ce qui s'est passé entre Gaza et Israël, puis donc les otages et les morts israéliens, 1300 morts et des centaines d'otages, dont plusieurs ne seront jamais rendus parce qu'ils sont morts, et ensuite les représailles israéliennes qui seraient allées jusqu'à 30-35 000 Palestiniens de Gaza tués, dont peut-être une grande partie, peut-être la moitié presque, qui seraient en fait des militants du Hamas. Eh bien, ce contexte proche-oriental est de plus en plus important dans l'électorat, au sein de l'électorat musulman anglais, avec un autre thème qui, lui, est très ancien en Angleterre depuis les années 80, le thème de la lutte contre l'islamophobie. Rappelez-vous, Salman Rushdie, les versets sataniques, la fatwa de Khomeini reprise par le Pakistan et par beaucoup d'associations, y compris les plus légales, les plus respectables pakistanaises, qui s'étaient solidarisées de ceux qui voulaient faire taire Salman Rushdie, voire le tuer. Il y avait une fatwa contre lui qui avait été reprise dans plusieurs pays musulmans. Donc ça fait des années, depuis à peu près les années 1989-90, cette année charnière, fatwa contre Rushdie, l'expansionnisme de Khomeini, mais aussi par concurrence avec l'islamisme chiite, l'islamisme sunnite saoudien, qatari et pakistanais qui allait prospérer et qui voulait reprendre en main les communautés immigrées en Angleterre et en Europe. Donc tout cela, si vous voulez, ça fait une véritable bombe qui explose. On a l'importation du conflit israélo-palestinien avec la surdiabolisation d'Israël coupable de génocide sur le peuple palestinien qui serait exterminé, génocidé, donc accusation extrêmement lourde, qui permet de diaboliser pas uniquement les Israéliens de Netanyahou, la droite israélienne, mais Israël en général, et même le sionisme, et même les Juifs en tant que tels. Et c'est ce contexte avec tout ce qu'on a vu dans les universités, ces manifestations islamo-gauchistes ou islamistes pro-Gaza, qui sous couvert de défendre Gaza, finalement, on défend le Hamas, et sous couvert de défendre le Hamas, ben finalement, on finit par défendre le terrorisme islamiste. Donc ça, c'est un contexte général. Et là, pour la conclusion, ces candidats qui ont été élus dans le Grand Londres, à Leeds, à Bradford et encore d'autres villes, Bradford et d'autres villes anglaises, eh bien, ils ont axé leur campagne, c'était très habile, sur deux grands thèmes. L'islamophobie
et le blasphème, ça va ensemble. Ça, c'est un thème. Il y a deux mots, mais il y a un thème. L'islamophobie serait congénitale, serait propre aux Occidentaux, à l'Occident, à l'Angleterre, depuis toujours, presque, depuis qu'il y a des musulmans en Angleterre. Les musulmans seraient des citoyens de seconde zone et ils seraient victimes d'islamophobie. Ils seraient donc persécutés structurellement par l'État et pas uniquement par l'extrême droite ou les racistes, par l'Occident et même par ses valeurs. Les seules valeurs de l'Occident, la seule présence d'une femme en mini-jupe, la seule présence d'un débit de boisson, la seule existence de lois qui séparent la politique de la religion, déjà ça, le simple fait de ne pas faire des concessions territoriales ou juridiques, c'est déjà une persécution des musulmans. Donc un sentiment de paranoïa, un sentiment de persécution extrêmement développé, et qui est boosté par la cause palestinienne, puisque si le musulman anglais, il est traité comme un Palestinien, parce qu'il est victime d'islamophobie, il est persécuté par un État qui le met dans un ghetto et qui l'empêche d'être un bon Anglais et qui le considère comme inférieur, finalement, on a une rencontre de deux phénomènes, le sentiment de persécution, la paranoïa de se sentir victime constamment des infidèles intolérants, islamophobes, qui humilieraient les musulmans, mais en plus, la cause palestinienne arrive comme un booster, puisque si les Palestiniens sont victimes de génocide, parce qu'ils sont musulmans, ils sont victimes donc d'un choc de civilisation qui vient des Juifs et de leurs ennemis chrétiens qui les aident à tuer des musulmans parce qu'ils sont musulmans. Et CQFD, si nous sommes des musulmans et que nous sommes traités comme des Palestiniens, eh bien nous sommes victimes de génocide. Donc l'idée, c'est mélanger le thème de la lutte contre le blasphème et la lutte contre l'islamophobie. Pourquoi le blasphème? Parce que c'est un thème très récurrent en Pakistan et ça a été importé en Angleterre. Accuser l'autre de blasphème permet de dire qu'on est persécuté. Donc je ne suis pas persécuté parce que on m'a interdit un travail en me traitant de sale musulman ou on m'a interdit de rentrer dans une boîte de nuit en me traitant de sale musulman. Je suis persécuté juste parce que en Angleterre, certains dans des revues par exemple satiriques, auraient le droit de critiquer la religion et de dire que Mahomet était ceci ou cela. Eh bien déjà, le simple fait que je puisse vivre dans un pays qui permet l'expression du blasphème, même si des lois anciennes le condamnaient, le fait que l'Occident tolère la critique de la religion, déjà c'est considéré comme du blasphème, et le blasphème est la preuve que je suis traité comme un citoyen de seconde zone et qu'il y a de l'islamophobie. Donc vous voyez bien, cette paranoïsation autour de ce thème, blasphème, islamophobie, et cette idée d'importer le conflit israélo-palestinien a permis très habilement à des candidats pakistanais qui s'occupent assez peu de la Palestine, et le Pakistan est très loin du monde arabe et du monde, enfin très loin au sens culturel, du monde arabe et du monde palestinien, ça permet en fait de augmenter son degré de victimisation. Parce qu'avant je disais, je suis victime d'islamophobie. Maintenant, je peux dire, je suis victime de génocide. Puisque, en général, l'Occident considère les musulmans comme des gens qu'il faut génocider. La preuve, l'Occident aide Israël à génocider les Palestiniens. Et c'était le thème, ces deux thèmes-là étaient les deux thèmes de tous les candidats qui ont remporté des sièges. Et ce qui est intéressant, ce ne sont pas des sièges qui ont été tournés dans leur victoire électorale contre la droite, ou l'extrême droite souverainiste, ou même anti-islamiste, c'était tourné contre le Parti travailliste. Car le Parti travailliste, qui a longtemps essayé de récupérer le muslim vote, le vote musulman, a été accusé de ne pas en avoir fait assez pour condamner Israël et pour exiger la levée du blocus et pour exiger bien sûr un cessez-le-feu et des pressions anglaises, américaines, qui viseraient à obliger Israël à stopper la guerre à Gaza. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que tous ces candidats qui ont gagné les élections à Leeds, à Londres et à Bradford et dans d'autres villes, ont axé leur campagne sur l'islamophobie, le blasphème et Gaza. Certains ont même dit, juste après avoir été élus, comme notamment l'un des élus, Suelta Ali, l'un des élus de la ville de Leeds, il est sorti en disant Allahu Akbar, donc Dieu est le plus grand et Gaza a gagné. Le combat de Gaza, Gaza est libre ou sera libre. Donc on voit une importation extrêmement problématique du conflit israélo-palestinien, en vérité dont les islamistes se contrefichent. Les vrais islamistes fichent du combat palestinien depuis toujours. Et d'ailleurs,
tous ceux qui sont dans l'islamisme le plus radical, n'ont jamais utilisé la cause palestinienne que comme une cause rhétorique et n'ont jamais rien fait de concret pour le peuple palestinien et encore moins pour l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. C'est un thème qui permet de augmenter le degré de confrontation entre l'infidèle et le fidèle. Depuis l'intifada el-Aqsa qui a islamisé la cause palestinienne, pour nos auditeurs, ceux qui sont trop jeunes, avant l'intifada el-Aqsa de 2000, la première intifada de 1987 était beaucoup plus laïque. Je dirais pas laïque, mais elle était moins portée sur le religieux. Elle était, en gros, nationale palestinienne. À partir de 2000, l'intelligence du Hamas, c'est d'avoir tellement islamisé la rhétorique, la société et la cause palestinienne, que même le Fatah, l'OLP, l'autorité palestinienne, et même Barghouti, qui vient de l'autorité palestinienne, donc le leader palestinien de l'époque le plus en vogue après Arafat, eh bien, eux-mêmes se sont dit, pour ne pas qu'on nous coupe le pied sur l'herbe, pour ne pas se faire doubler par le Hamas, on va nous-mêmes faire comme le Hamas, on va islamiser la cause palestinienne. Donc, tant les Palestiniens, j'allais dire, de l'autorité palestinienne, du Fatah, que du Hamas, à partir des années 2000, ont islamisé la cause palestinienne, qui n'est plus devenue une cause nationale arabe ou palestinienne, ou du monde arabe, mais est devenue la cause islamique par excellence, d'où la contamination et dans les deux sens, de milieux islamistes non arabes qui se sont laissés palestiniser, et inversement, la cause palestinienne qui s'est laissée islamiser et emporter dans un choc de civilisation qui n'opposerait plus Israéliens contre Palestiniens, mais judéo-chrétiens et infidèles contre arabo-musulmans victimes de génocide. Voilà, je voulais juste rappeler le contexte de ces élections qui ont permis à ces militants islamistes de mettre en porte-à-faux la gauche, et certains, c'est très habile, et c'est pour ça que je ne crois pas à un grand parti islamique en Angleterre. Certains ont dit qu'ils étaient tous pratiquement issus du Parti travailliste. On revotera à nouveau peut-être pour le Parti travailliste lorsqu'il aura clairement pris position en faveur de Gaza et de manière totale contre Israël. Donc en fait, on peut analyser cela comme un test des forces, mais aussi un lobbying. Je montre que je suis capable de faire perdre des voix au Parti travailliste, qui a perdu des voix, car ce sont des voix travaillistes qui sont allées chez les islamistes, pour ensuite que les futurs dirigeants du Parti travailliste, pour récupérer ces voix perdues, fassent des concessions en faveur de plus de lutte contre l'islamophobie et plus de condamnation d'Israël et du sionisme et plus de rhétorique pro-Hamas ou pro-Gaza. Je vous remercie. Nous verrons dans une autre vidéo, bien entendu, la suite de ce conflit qui n'est pas près de terminer, et nous verrons un peu plus tard dans le mois. Et bien entendu, n'oubliez jamais que si vous ne vous intéressez pas à la politique s'intéressera à vous. Si vous ne vous occupez pas de géopolitique, la géopolitique s'occupera de vous.